Pas où commencer. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Les Lakers ont encaissé 132 points hier dans un match décisif pour la NBA Cup. Face à une équipe qui joue sans son meilleur joueur, Victor Wembanyama. Et en réalité, t'as jamais existé dans ce match. T'as jamais existé dans ce match. Le match s'est terminé au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on comprend que les Lakers sont trop lents, trop vieux, trop mauvais en défense. On comprend que ça va être une longue nuit. Et là encore, tu encaisses 132 points. Ce qui met en évidence tes lacunes au niveau défensif. Eh bien, il y a tellement de choses à dire. On va débriefer ce match. Et franchement, on va pas être tendre avec cette équipe. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Par où commencer? On va commencer par la défense. Est-ce que vous avez entendu J.J. Redick parler de sa défense? De l'effort de son équipe? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que d'une part, il n'est pas content. On le comprend. D'autre part, et pour moi, c'est quand même très inquiétant, on n'a pas l'impression d'un maître à bord. On n'a pas l'impression d'un capitaine de bateau qui sait qu'il y a une solution, qu'il y a une perspective, qu'il y a une ouverture. On a vraiment l'impression d'un coach qui est dépassé. Évidemment, ça, c'est aussi un petit peu son caractère. Parfois, il donne l'impression de ne pas trop diriger les choses. Il donne l'impression d'être un petit peu dépassé par les événements. En tout cas, cette interview d'après-match n'est pas du tout rassurante. Puisque, en substance, il va nous dire que son équipe n'a pas fait d'efforts, son équipe a des lacunes, des choses qui sont incommensurables, des problèmes structurels pour défendre le point of attack, des problèmes d'énergie, des problèmes pour défendre les shoots à 3 points, des problèmes pour pouvoir exécuter offensivement lorsque la défense décide de ne pas faire du blitz. On va en parler. Bref, t'as pas l'impression d'un mec qui se dit « Écoute, j'ai compris ce qui n'a pas marché et j'ai quelques solutions. » Et c'est pour ça que je sens qu'il y a pas mal de contradictions également dans son approche, dans son analyse des matchs. Moi, j'aime bien écouter les joueurs, mais surtout le coach. Parce que le coach, il va te dire ce qu'il a vu. Même s'il ne va pas dévoiler ce qu'il va faire pour les prochains matchs, il va quand même te mettre sur des pistes. Tu vas comprendre son état d'esprit. Tu vas comprendre qu'il a compris. Et là, en l'occurrence, on a l'impression d'un coach qui n'a pas compris ce qui s'est passé, et surtout qui n'a pas de solution. Et alors, il y a des contradictions dans son approche. D'un côté, il te dit qu'il y a des problèmes défensifs qui sont structurels. D'un autre côté, on sait ce qu'il faut faire. Avant de faire un trade, puisque je pense qu'il y aura de toute façon un trade, mais avant de parler d'un échange, de changement profond de cet effectif, pourquoi ne pas essayer de maximiser justement cet effectif, de l'utiliser au maximum de son potentiel? Et j'entends par là un changement, par exemple, dans le 5 de base. La saison n'avait pas commencé. Je me souviens, j'étais encore en vacances, j'étais en Indonésie à ce moment-là. Et je disais qu'il y a un problème d'équilibre. Que offensivement, on va être bon, mais défensivement, on va souffrir. Et je pense que tous sur ce chat, tous dans cette communauté,
vous êtes d'accord avec ça. Et les solutions étaient simples en apparence, mais compliquées en application parce que ça implique qu'on envoie sur le banc des mecs qui sont estampillés titulaires. Et je pense à 2 joueurs en particulier. Hachimura en est un, et l'autre, c'est Austin Reeves. La question, c'est est-ce qu'il faut trouver cet équilibre en prenant un de ces joueurs, un de ces 2 joueurs, et en l'envoyant sur le banc. Évidemment, chaque solution apportera aussi quelques inconvénients, des désavantages. Si tu décides c'est Rui qui va sur le banc, eh bien tu perds de la taille. Si tu décides que c'est Reeves qui va sur le banc, à ce moment-là, tu perds un ball handler en plus, un scoreur, un joueur qui, aujourd'hui, n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de sortir du banc. Parce que s'il sort du banc, sa valeur va se diminuer. Or, il a fait tellement pour cette équipe que ce serait presque ingrat de décider que c'est Reeves qui va sortir du banc. Mais la solution, elle ne passera pas par ce 5 de base. 5 de base, inconsistant. 5 de base, médiocre au niveau défensif. Parce que tu n'as pas ce défenseur en point of attack. En parlant de ça, les Lakers ont commis une erreur monumentale en laissant partir Jordan Goodwin. L'année passée, j'en ai beaucoup parlé. Et cette année, quand je vois comment il joue avec Phoenix, franchement, ça a été une erreur monumentale. Et aujourd'hui, la question du banc est un problème récurrent, un problème profond, un problème qui, à mon sens, peut être analysé de différentes façons. La première façon, c'est de dire que JJ Redick n'a pas responsabilisé ce banc. C'est un fait. On a l'impression qu'à chaque match, il y a quelqu'un en plus du banc qui perd de l'influence. Désormais, maintenant, c'est Jake LaRavia qui joue presque pas. Vando a disparu de ce banc. On ne voit plus Dalton Connect. Bronny James, j'en parle même pas. Abou Thiero, bon, il est trop jeune. Inexpérimenté. Donc aujourd'hui, ton banc, c'est, en gros, c'est Marcus Smart quand il est là, quand il joue. Gabe Vincent, qui a été nul, mais vraiment nul. Jackson Hayes et Jake LaRavia. Et si tu as, dans une soirée, un ou deux de ces joueurs qui ne produisent pas, eh bien là, tu es en grande difficulté. Ton banc s'est fait bouffer par celui de San Antonio. Et là où il y a encore une contradiction, c'est que pendant que JJ Redick nous dit, écoutez, je n'ai pas de défense, il ne fait pas jouer sur papier le meilleur défenseur de l'équipe avec Marcus Smart, c'est-à-dire M. Vanderbilt. Vanderbilt a disparu de la rotation des Los Angeles Lakers. Il lui a donné 3 minutes lors du match face à Philadelphie parce que Jake LaRavia est sorti. Donc, à chaque match, il y a un joueur qui sort de la rotation. De telle sorte que tu vas te retrouver à un moment avec une rotation de 7 joueurs. Alors que tu es au mois de décembre. C'est pas viable. Luka est en train de jouer 40 minutes par match maintenant. Luka est le 2e joueur le plus utilisé de la ligue après Maxey. Et Austin Reeves est le 3e. C'est pas viable. Cette formule-là ne peut pas fonctionner. Et alors on demande à ces mecs-là d'être des défenseurs alors qu'ils jouent trop. Et donc il faut donner du pouvoir à ce banc. Il faut trouver un moyen d'utiliser ce banc à bon escient et de responsabiliser ces mecs. Aujourd'hui, on a l'impression que ce banc joue avec la peur au ventre, puisqu'ils partent du principe que s'ils commettent des erreurs, eh bien, ils ne joueront plus. Abou Thiero est rentré face à Philadelphie, il a commis une ou deux erreurs, notamment une faute sur Embiid qui était complètement inutile et on ne l'a plus revu. Vando, disparu. Jake LaRavia, de moins en moins de temps de jeu. Dalton Connect qui fait beaucoup d'erreurs en défense,
il ne joue plus. Bronny James, qui avait fait quelques progrès, qui avait même été dans le 5 de base à un moment de la durée, a disparu. Ces mecs, aujourd'hui, jouent avec la peur au ventre. Ils n'osent pas commettre des erreurs. Ils savent que s'ils commettent des erreurs, eh bien, ils vont disparaître de la rotation. C'est du très mauvais management. Et maintenant, si tu as Rui Hachimura qui sort du banc, tu as peut-être un équilibre offensif pour ce banc. Tu as un leader offensif, mais défensivement, tu es en difficulté. Défensivement, tu seras en difficulté puisque ce banc n'aura pas non plus cette consistance défensive. Donc, quelque part, tu ne sais pas trop par où aller. Il reste la dernière option qui est de faire un changement. Il y a des pièces, il y a des assets, utilisez-les. Et donnez à ce groupe sa chance d'être meilleur en allant chercher des mecs qui savent défendre, des mecs qui ont de l'énergie, des mecs qui sont en mesure de répondre aux qualités athlétiques des adversaires. Parce que les Lakers n'ont pas résisté aux équipes qui ont des athlètes, qui ont des mecs rapides, qui ont des gardes qui attaquent, qui transpercent ce premier rideau défensif, qui bousculent les Lakers à l'intérieur du jeu. Tu n'as pas réglé ce problème-là. San Antonio, sans Victor Wembanyama, t'a donné une leçon. Mais en même temps, compte tenu des qualités et des défauts des Los Angeles Lakers, le fait que Wembanyama n'était pas là, je pense que ça a été défavorable aux Lakers. Pourquoi ? Non pas parce que les Spurs sont meilleurs sans Wemby. Parce que tout simplement, les Spurs sont différents sans Wemby. Ils jouent différemment. Ils jouent ce système que les Lakers n'aiment pas, ce système en drive and kick. Et on l'a tout de suite vu. Dès que un arrière ou un meneur de San Antonio avait la balle, il partait en drive, il ressortait ce ballon. Ce ballon circulait, changement de côté, et les Lakers avaient toujours une guerre de retard sur les Spurs. Donc cette équipe jouait plus vite. Et défensivement, les Lakers n'ont pas de réponse au drive and kick, qui est un système extrêmement éprouvant pour les articulations, pour les chevilles, pour les genoux. Et San Antonio a exploité cela à merveille. Et alors, il faut quand même parler de ce trio, LeBron, Luka, Reeves. Ce trio, aujourd'hui, pose problème. On est parti d'un constat criant, j'ai envie de dire, dès la saison passée, où, je vous ai dit plusieurs fois, je trouvais que J.J. Redick n'avait pas trouvé un moyen d'utiliser ce trio à bon escient, dans un contexte collectif, qui permettrait à cette équipe des Los Angeles Lakers d'être plus efficace. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu cette maximisation des qualités individuelles de ces trois mecs. Et j'en veux pour preuve que si vous prenez Luka Doncic, donc je parle bien avant ce match de San Antonio, parce que ce sont des recherches que j'avais effectuées avant ce match de San Antonio. Si vous prenez Luka Doncic tout seul, lorsqu'il était sur le terrain, le plus-minus de l'équipe est positif. Le net rating. Si vous prenez Austin Reeves, tout seul, donc sans Luka, sans LeBron, sur le banc ou absent tout simplement, eh bien le net rating des Lakers était également positif. Si vous prenez LeBron depuis qu'il est revenu, quand il est tout seul avec d'autres joueurs que Austin Reeves et Luka Doncic, le net rating des Lakers est aussi positif. Maintenant, les duos. Si vous prenez Austin Reeves et Luka Doncic, et je parle bien avant le match des Spurs, eh bien là encore, le net rating est supérieur, est positif. Si vous prenez Austin et LeBron James, jusqu'au match des Spurs, le net rating était légèrement défavorable, légèrement négatif. Je pense que c'était
moins 0,8 ou quelque chose comme ça. Si vous prenez LeBron James et Luka Doncic ensemble, le net rating des Lakers était également supérieur. Donc, chacun des joueurs pris séparément ou en duo, eh bien, favorable. Résultat favorable aux Lakers. Mais dès que vous mettez les trois ensemble, et là, c'est drastique, le net rating des Lakers plonge. Voilà. Et ça, c'est pas des supputations, c'est pas des extrapolations, c'est pas des fantasmes. Ce sont les faits. Ces trois mecs ensemble ne fonctionnent pas assez. Ils ne fonctionnent pas assez bien offensivement pour pallier les défaillances au niveau défensif. Donc, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Et vous savez ce qui est le plus rageant et le plus frustrant? C'est que les Lakers sont l'une des meilleures équipes en mid-range. D'ailleurs, c'est la meilleure équipe en mid-range. Plus de 56% de réussite en mid-range sur la saison. San Antonio est l'une des pires équipes au niveau de la défense du mid-range. C'est d'ailleurs une équipe qui accepte de ne pas défendre le mid-range, surtout quand il n'y a pas Wembanyama, qui concède, qui accepte d'être battu en mid-range, qui va défendre à l'intérieur, qui va défendre en périmètre, mais qui va concéder, qui va laisser aux équipes plus de liberté en mid-range. Parce que tout simplement, en défense, ils aiment bien faire ce qu'on appelle le drop coverage ou même du deep drop, c'est-à-dire que le pivot, il va protéger en priorité la raquette. Il ne va pas protéger, il ne va pas monter pour protéger cette zone du mid-range. Eh bien, les Lakers n'ont même pas profité de cette faiblesse de San Antonio. Ça, c'est pas du coaching, ça? Ça, c'est pas du coaching? Quand vous connaissez les forces et les faiblesses des deux équipes et que ton équipe n'est pas capable d'exploiter quelque chose qui est un avantage structurel puisque tu es la meilleure équipe au mid-range et que San Antonio n'aime pas défendre ce secteur-là du jeu. Donc, si je demande à mon fils de 11 ans qu'est-ce que les Lakers auraient dû faire, il m'aurait répondu, eh bien, profiter au maximum de cette zone de mid-range. Eh bien, les Lakers, non, ils ne l'ont pas fait. Donc, vous avez un problème. Vous avez un problème si vous ne pouvez pas exploiter les faiblesses des bonnes équipes de la Ligue. Parce que San Antonio est une excellente équipe de la Ligue. San Antonio est un problème. San Antonio est un problème parce que regardez bien, peu importe qui n'était pas là, ils ont performé. Et le Castle, là, c'est un problème. Le Castle, là, c'est un problème. En défense et en attaque, pour Lucas, c'est un problème. Johnson qui sort du banc. Harper qui sort du banc. Cornet qui sort du banc. Quand Wemby est là. Olynyk qui sort du banc. Barnes qui prend des shoots à 3 points, qui les met. Champagny qui met des shoots à 3 points. Vassell, Castle, Sohan, De'Aaron Fox, c'est un problème. Donc voilà, problème majeur des Lakers qui n'ont pas joué avec intelligence en fait, tout simplement. Et de toute façon, ce genre d'équipe pose problème aux Lakers. Des équipes qui arrivent avec beaucoup de détermination, de force, de vitesse, de défense. Eh bien, les Lakers ont perdu comme ça face aux Suns. Ils viennent de perdre comme ça face aux Spurs. Eh bien, ça tombe bien puisque le prochain match, c'est Lakers-Suns. C'est une forme de petite finale de la conférence Ouest. Puisqu'il y avait un match à placer, ce match-là sera placé vendredi. Eh bien, les Lakers doivent répondre à ce genre de défi. À mon sens, il y a des changements qui arriveront. Des changements dans le 5 de base, je pense que c'est obligatoire.
et des changements dans l'effectif. Il y aura forcément un trade. Vous pouvez l'écrire quelque part. Ça arrivera à partir du 15 décembre. On peut commencer à regarder les options de trade. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette claque, on peut l'appeler comme ça. Ces défaillances des Los Angeles Lakers, ces contradictions de J.J. Redick, ces faiblesses en défense des Los Angeles Lakers et ces incompatibilités de certains line-up qu'il faudra absolument changer. Si Marcus Smart n'a pas été exceptionnel en défense face aux Spurs, puisque c'est une faillite collective, quelque part, il doit être inséré dans le 5 de base pour apporter un équilibre à ce 5. Et ça, je l'ai dit dès le mois de juillet. Si vous avez aimé ce contenu, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela, partagez la vidéo. À très bientôt. Ciao.